sommes à l'extrémité de la pointe bretonne. C'est ici que se cache le secret le mieux gardé de France. Juste en face de la rade de Brest, l'île Longue, le site militaire le plus confidentiel de l'armée française. C'est la base des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Parmi ces 4 navires, le Vigilant, fleuron de la marine. Au petit matin, il se prépare à une plongée dans les profondeurs de l'Atlantique. Pour la première fois, 110 sous-mariniers vont former un nouvel équipage. Parmi eux, 30% de nouvelles recrues. Ils n'ont jamais navigué ensemble, mais ils vont devoir s'unir dans un même objectif. Pointe en premier, ok, on prend la pointe. Attention à Samar. Prouver qu'ils sont capables de prendre les commandes de ce navire de guerre. Tout commence par l'appareillage du bâtiment. Pour déplacer ce sous-marin de 138 mètres de long, ils sont plus de 20 marins à la manœuvre. Attention à manœuvrer. Sans l'aide des pousseurs, ce navire si redouté sous les mers est quasiment impuissant en surface. À chaque sortie, il est accompagné d'une imposante escorte. Hélicoptères, frégates de la Marine nationale sont sur le pied de guerre. Il faut à tout prix protéger ce bijou de technologie de plus de 8 milliards d'euros, le pilier de la défense militaire française. Allez les gars, on y va. C'est chaud. De plage avant, 102 largué. C'est le grand moment. Le sous-marin prend enfin sa liberté pour retrouver les hauts fonds. Ça y est, on est autonome là. On a notre propulsion. Pareil pour la grande mer. Cette grande mer, ils en ont tous rêvé. Ils ont une semaine pour convaincre, une semaine d'entraînement où ils vont devoir prouver qu'ils sont aptes à conduire et à assurer la sécurité d'un tel bâtiment. Pour tous les sous-mariniers, c'est un sentiment exaltant où se mêlent puissance et désarroi. Au sommet du massif, perché à 20 mètres au-dessus de la mer, le capitaine de vaisseau Burin des Rosiers, 47 ans, 16 ans de marine au compteur. C'est le commandant, le pacha, comme on dit dans la marine. Il est le seul maître à bord. Ces 7 jours sont cruciaux, car c'est avec ce nouvel équipage qu'il embarquera pour une nouvelle mission de 3 mois. Les anglo-saxons appellent les sous-mariniers le silent service. Pas de bruit, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne parle jamais de ce qu'on fait. Voilà, mais on est toujours là. Tapis dans les profondeurs. 15 seulement là-bas. Les marins sont rappelés par le pacha. Leur sort est scellé. Sauf urgence, ils n'auront plus aucun contact avec leur état-major, leur famille, leurs proches. Ils vont être livrés à eux-mêmes pendant la durée de l'entraînement. Avant de plonger dans les abysses de l'océan, le Vigilant doit encore naviguer en surface. Le temps de quitter le plateau continental. C'est parti pour la plus belle aventure de leur carrière. Une aventure humaine, technique et opérationnelle extraordinaire. Le sas d'étanchéité se referme et il ne se rouvrira qu'une fois la qualification des 110 marins acquise. Dans le ventre de ce monstre d'acier, c'est une véritable ville qui prend vie sous les mers. Un labyrinthe de corridors où tout sous-marinier doit très vite apprendre à se faufiler entre les centaines de câbles, de tuyaux et de moteurs qui alimentent les 70 000 équipements. Plus de 30 métiers sont nécessaires à son bon fonctionnement. Un univers incroyable et confiné, divisé en 3 zones. Dans la zone arrière, redémarrer les convertisseurs de brassage en zone arrière, merci. À l'arrière, une centrale nucléaire assure la propulsion et produit également l'électricité, l'eau potable et l'oxygène. Au centre, les 2 salles de tir et ses 16 missiles nucléaires. Et à l'avant, l'espace de vie, 400 mètres carrés divisés en 3 ponts, où les 110 marins vivent, mangent et dorment. Mais le cœur du sous-marin, c'est le centre opérationnel. Une pièce de 50 mètres carrés, où se relaient H24 une quinzaine d'ingénieurs, analystes, mécaniciens et pilotes. C'est la salle de commandement. Depuis 2 ans, l'équipage du Vigilant est le seul des forces sous-marines à intégrer des officiers féminins. Une révolution pour l'élite de la marine. Allez, je remonte 70 mètres, on regarde si on le récupère en remontant à 70 mètres. 2 Juliette 3 de 2, Bravo 2, à la minute 16, je vous relevais dans le 2, 4, 6 de Alpha 1.
Cette semaine, tous vont être notés, jugés, collectivement ou individuellement. Une pression supplémentaire pour les 30% de jeunes qui intègrent ce nouvel équipage. Ils ont tout approuvé, tout comme Damien. Allez, c'est parti. Il est un des jeunes pilotes. Il a passé 3 mois en formation interne, ce qui représente plus d'une centaine d'heures sur simulateur, mais sans jamais voir la mer. La tension est palpable. C'est le grand jour pour lui, son premier test. Tu veux effectuer la relève? Il s'apprête à piloter un sous-marin pour la première fois en grandeur réelle, un baptême à la mer. Actuellement, on avec les machines. Reçu. La première étape pour Damien, c'est de prendre connaissance des réglages actuels du sous-marin. C'est bon pour toi? Ok, ouais. Ça marche, mettre de centrale? Oui. On peut effectuer la relève de barre. Pour cela, il doit se rapprocher de Cyril, le référent, qui pilote le bâtiment depuis 4 heures. Merci. Second-mètre à la barre, immersion 11 mètres. Vitesse log 2 nœuds 6, nous sommes en route au 2-1-4. Voici, on se règle. On se règle. Le jeune second maître est seul aux commandes et pour la première fois de sa carrière, au bout de ses doigts, le bâtiment de guerre le plus perfectionné de la marine. Pour eux, c'est quand même une période où les gens sont testés, globalement. Donc, effectivement, il y a des remises en jeu de leur qualification, une évaluation. Donc, c'est une certaine pression quand même. La pression est d'autant plus forte que l'exercice se fait sous le regard du pacha et du second. Damien prend toute la mesure de ses responsabilités. On a quand même pas mal de choses derrière le manche. C'est très gros, même si c'est très lourd, on sent quand même qu'il est très sensible à la mer. Et que derrière, il y a 120 personnes et qu'il faut assurer. Mettre de centrale, c'est bon pour tous les panneaux avant. Pour assurer, il peut compter sur le maître Pascal, son supérieur. Pour lui, oui, c'est sa première, donc forcément, ça va lui laisser des souvenirs. Mais non, ça s'en sort bien. Comment tu vis ça, toi, Damien? C'est la vraie houle. On sent qu'il y a quelque chose derrière quand même. C'est un peu mieux que le simulateur. Tout à fait, ouais. Malgré sa jeune expérience, Damien ne laisse rien passer. Il est tellement concentré qu'il repère très vite que le sous-marin est en train de dévier de sa trajectoire. Le bâtiment a du mal à garder le cap de 205 degrés fixé par le commandant. Mettre de centrale? Oui. Le repasse en manuel, tu vas barre de dire pour aller le cap. Oui, là, on dévie, arrive au 10 à droite, vas-y. Passe en manu, tu mets à droite 20, à gauche 20 pour donner l'impulsion. Reçu à gauche 20. Ouais. On a du mal à tenir, il y a pas mal de courant et ça bouge pas. Pour remettre le vigilant sur son cap, Damien passe en manuel et se retrouve seul aux commandes. Pour lui, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que moi j'étais déjà marin dans le civil avant. Mais mon grand-oncle était marin dans la Royale il y a 40 ans. Oui. Et on a discuté pendant quelques temps. C'est pour ça que je pense que je suis rentré dans la Marine nationale. Le premier défi est relevé pour le jeune pilote. Sous les yeux de la division entraînement, il marque des points, mais rien n'est gagné. Le plus dur reste à venir. Le vigilant a quitté les côtes bretonnes. Le sous-marin arrive dans la zone des hauts fonds de l'Atlantique. Dans quelques minutes, il va plonger, se diluer dans les abysses et devenir indétectable. Le pacha Burin des Rosiers prend les commandes de cette manœuvre délicate et rappelle tous les marins les plus expérimentés à leur poste. À la première plongée, tout le monde va venir voir comment le bateau plonge, comment il arrive à le maintenir, à bien le stabiliser, parce qu'il y aura un peu de mer, donc ça va être assez sportif. La plongée ne se fait pas à la puissance du moteur nucléaire, mais à la quantité d'eau que le sous-marin absorbe dans ses réservoirs placés à l'avant et à l'arrière. Le Vigilant va passer en moins de 5 minutes de 10 000 à 14 000 tonnes, ce qui va lui permettre de rejoindre les profondeurs. Tout le centre opérationnel est mobilisé. La concentration se lit sur tous les visages. La réussite de cette manœuvre repose sur le travail de plus de 20 marins. Et même s'ils ont tous de l'expérience, chaque étape de cette opération va être jugée et comptée pour leur note finale.
Chacun notre tour, en fait, on a notre moment, et puis là, la prise de plongée, c'est bien. C'est à ce moment-là que je peux briller, en quelque sorte. Nous sommes parés à plonger. Ok, bah, dès que c'est clair pour toi, tu donnes l'alerte. Tu descends 23 mètres, tu balanceras le bateau 2 fois jusqu'à 35 mètres. Très bien. Mètre de centrale. Oui. Avant 3 minutes. Reçu, machine avant 3 minutes. Début de plongée. Début de plongée, chef de quart. Attention, ça va plonger. La manœuvre se déroule sous le regard attentif de Damien. C'est la première plongée de sa carrière. Rendre compte de l'étanchéité des panneaux et brèches à 20 mètres. L'immersion du bâtiment déclenche une course contre la montre. La pression va devenir de plus en plus forte tout le long des 138 mètres de la coque et les risques sont nombreux. Dans les coursives, les mécaniciens se précipitent aux 4 coins du bâtiment pour vérifier que les orifices du sous-marin résistent bien. Étanche ou HP3, tu peux lancer les assèchements. Ils connaissent tous les recoins et dans un temps record, ils se hissent entre les tuyaux et les moteurs à la recherche de la moindre voie d'eau qui mettrait en péril la mission. Alors en fait, on vient de changer d'immersion. Et à tous les paliers de 50 mètres, on vérifie que le bateau est bien étanche. On n'embarque pas d'eau. Donc on se dépêche pour voir si on a bien l'intégrité de la coque. Bâtiment étanche, chef de quart. Bien. Lorsque le sous-marin plonge, il disparaît immédiatement des radars. Tapi dans les profondeurs, il devient une arme redoutable et indétectable. Le vigilant est capable de tirer ses missiles et atteindre une cible à plus de 9000 km sans que personne ne sache où il se trouve. Une force de frappe qui est la clé de la stratégie nucléaire française. Tout le monde sait que la France dispose d'une arme de dissuasion nucléaire et qu'elle a les moyens de l'employer. Alors, il peut y avoir une interrogation sur les conditions, à quel moment, quand est-ce que serait franchie la ligne rouge, mais on n'a heureusement pas été dans cette situation. Si on ne l'a pas été, c'est peut-être grâce au fait qu'on l'a. Personne ne sait où on est, ni en France, ni à l'étranger. En France, un peu plus, parce que les zones qui nous sont attribuées par l'état-major français, des forces sous-marines, mais qui ne sait pas lui-même, dans des zones qui sont gigantesques, il ne sait pas lui-même où nous nous trouvons. Les hauts fonds de l'Atlantique sont le théâtre d'une semaine de tests intensifs. Cela fait plus d'une dizaine d'années que l'entraînement à la mer s'est professionnalisé. L'évolution des technologies pousse tous les équipages à se perfectionner. Un monstre des mers, aussi sophistiqué que dangereux. Branle-bas. À bord d'un sous-marin, ce mot sonne le réveil des membres de l'équipage. Bonjour Rubin, ça va? Messieurs, bonjour, branle-bas. Allez, bonne journée. Messieurs, bonjour, branle-bas. 7 heures du matin, l'équipage se met en action. La mission peut commencer. Les 110 marins vont avoir 168 heures pour se qualifier et prouver qu'ils ont tous leur place à bord. Au centre opérationnel, Maxime est le chef de la division entraînement. Entouré de ses 2 adjoints, il déclenche le premier exercice, chronomètre en main. Un scénario qui va mettre l'équipage à rude épreuve. L'entraînement se décompose en 2 parties. Il y a un entraînement à terre sur simulateur, mais qui est nécessaire, mais pas suffisant. L'intégration se fait à la mer avec tous les postes de quart qui sont armés et effectivement, on évalue leur capacité à conduire et à naviguer en sécurité et assurer la mission. Les postes de quart sont ceux qui se relaient par tranche de 4 heures H24 pour permettre aux sous-marins de ne jamais s'arrêter. Eux et tout l'équipage seront notés sur leur réactivité lors de ce test. Au poste de combat, au poste de combat. Pour exercice, on a reçu un choc sur bâbord. Pour exercice, on a reçu un choc sur bâbord. Ils ont 3 minutes pour s'équiper. Ils vont être évalués sur leur capacité à faire face rapidement aux différentes situations. La division entraînement a un but, chronométrer leurs chances de survie. Poste de sécurité, zéro-rotation, disposé aux aides. Dès l'alerte, tous les hommes se mobilisent et courent vers les équipements d'intervention. Tous, en plus de leur poste, ont reçu une formation de pompiers. Ouais, c'est bon. Une obligation quand on intègre les forces sous-marines. Au début, on ne sait pas vers quoi on va. On sait qu'il y a un incident, peut-être même un accident grave.
ne sait pas qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce qui va tomber en panne, est-ce que les transmissions vont marcher, est-ce que l'électricité va marcher. Donc on rameute toutes les équipes de sécurité, oui bien sûr, oui. Tout le monde est taillable et corvéable, merci. Ça, c'est du matériel, ça vient de l'arrière, c'est bon ça. Fais passer là, pour s'équiper là. Pour cet exercice de qualification, les 3 entraîneurs ont imaginé le scénario le plus redouté des sous-mariniers. L'incendie. Ils simulent un court-circuit qui a déclenché un feu dans une des coursives. Allez, on y va les gars. Les fumées dans cet environnement clos peuvent se propager rapidement et asphyxier tous les hommes. Comme en 2017, où la marine argentine a perdu un de ses sous-marins et ses 44 membres d'équipage. Je rappelle la priorité, localiser le sinistre. Localiser le sinistre. On y va. Pour être le plus réactif, une partie des hommes s'équipe avec de simples masques pour détecter au plus vite le lieu de l'incendie. Pour respirer, ils se branchent sur le réseau d'oxygène du sous-marin. Mais les raccordements sont parfois espacés de plusieurs mètres. Et c'est en apnée qu'ils doivent progresser. Le feu a pris dans la BC-1000, une armoire informatique. Incendie sur la BC-1000. Sur la BC-1000. On a que dans les facteurs. La température qui est à 90 degrés. Température du boisson 90 degrés. Et localisé sur CY11. Le feu est localisé dans la partie inférieure à côté de la salle des ogives. Dans cette situation, c'est tout le sous-marin qui se réorganise pour intervenir au plus vite, car chaque seconde compte. Un coordinateur est envoyé au plus près de la zone envahie par les fumées. C'est Nicolas, capitaine de corvette, qui reçoit les informations des pompiers sur Est-ce que vous avez reçu, Dédé ? Répétez la dernière. Sa mission est de déterminer les dégâts et de déployer les équipes en fonction de l'ampleur du sinistre. Ça va faire 5 minutes sur zone pour le Longue-Épaule. D'accord, il faut une équipe de pompiers lourds. L'ordre est transmis au réfectoire à l'abri des fumées. Camille, lieutenant de vaisseau, dirige l'équipe d'appui. D'accord, tu lui mets du lourd, j'ai besoin de relève de pompiers lourds. Bien fait déjà. C'est une des 3 femmes à bord qui gère la situation. En temps normal, elle est en poste centre opérationnel. Mais en cas d'incendie, c'est à elle d'assurer les besoins de relève de pompiers ou d'extincteurs supplémentaires. Pour répondre à la demande de renfort du coordinateur, elle envoie Damien, le jeune pilote, comme pompier lourd pour poursuivre l'exercice. C'est son premier combat contre le feu. Pour ces 30% de jeunes sous-mariniers, c'est un peu plus de pression parce que déjà, ils n'ont jamais vécu de période d'entraînement. Donc déjà, c'est un peu l'inconnu pour eux. Enfin, il y a quand même un petit enjeu sur certaines qualifications et certaines capacités. On les attend. Il faut qu'ils soient là, qu'ils répondent présents et qu'ils sachent avoir les bons gestes. Damien doit repérer précisément où se situe le foyer de l'incendie. Il utilise une caméra thermique pour le détecter et passer au travers des portes métalliques des armoires techniques. Il doit s'assurer que le feu ne se propage pas. Toutes les informations recueillies par le coordinateur remontent au CO, le centre opérationnel. Le chef de la division entraînement s'assure que tous analysent et trouvent les solutions pour gérer cet incendie. Coupé du reste du bâtiment, le Pacha est attentif à toutes les informations qui lui sont transmises. Avec son équipe, ils vont les analyser et anticiper les dégâts pour continuer à faire fonctionner les machines et permettre aux sous-marins de poursuivre sa mission. On est clair, donc on a perdu. Qu'est-ce que t'as eu pour l'instant comme avarie? Comme avarie impactante. Donc c'est principalement la perte du BC 2001. Donc pour l'instant, c'est le commandant le sait. Dans ce genre de situation, il est impératif de ne jamais perdre son sang-froid. Tout le monde peut être stressé en fonction de la somme de responsabilités. C'est là où on insiste beaucoup sur le travail en équipe. Un sous-marinier ne conduit pas en sécurité ses installations, où on a un doute sur la façon dont il va conduire ses installations, eh bien, sa qualification peut éventuellement lui être retirée temporairement le temps de se remettre à niveau. Les façons de communiquer, de réagir, le suivi, l'interprétation des éléments qui remontent, des informations, et la façon de les transmettre aussi. L'importance du langage pour être sûr que tout soit bien compris et collationné. Dans un sous-marin, les armoires techniques sont verrouillées en permanence pour éviter tout incident. Mais en cas de problème et pour pouvoir réagir vite, elles sont toutes équipées d'une ouverture en façade, ce qui permet à Damien de vider son extincteur et de souffler le feu. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du sous-marin, pour mobiliser l'équipe médicale, la division entraînement durcit l'exercice.
L'équipe médicale va en D212 pour prendre en charge le blessé. Le médecin, c'est Pauline, dit le doc. Les infirmiers et les brancardiers interviennent eux aussi rapidement. La difficulté dans cette situation d'urgence est de remonter le blessé 2 ponts plus haut, à l'étage de l'infirmerie. C'était un pompier léger qui est tombé en fait en remontant d'être allé attaquer le feu. Il a tapé la tête, donc il va falloir vite qu'on le remonte à l'infirmerie pour faire un bilan complet. Tirez quoi. Ouais, c'est mieux. Donnez les bons ordres. Allez-y, on tire. Le défi pour Pauline et son équipe est de faire passer le brancard dans une trappe de seulement 80 cm. Pour cela, les sous-mariniers ont développé une technique unique de cordage et de poulie. Attention à sa tête, doucement, va doucement, doucement. Allez, on peut pas, avec tout le monde là, on peut pas. Maintenant, vous pouvez le récupérer. De son côté, Damien a réussi l'exercice. Pour lui, la mission incendie prend fin. Les chambrées 222, D232 ont été investiguées RAS. Feu éteint sur les 3D. L'épreuve se déroulait avec succès. Vous pouvez y aller, Reçu de notification. Le feu est éteint. Feu éteint. Toutes les équipes d'intervention ont respecté les bons gestes et ont su intervenir dans les temps impartis. Une maîtrise vitale quand on sait qu'ils sont seuls, à plus de 300 mètres sous les mers. Malgré les apparences d'une totale réussite, au moment du débriefing, le second souligne un dysfonctionnement. Communication du second sur le débriefing du premier exercice sécurité. Donc tout d'abord, félicitations pour le dynamisme et la gestuelle, l'équipement. Tout ça c'est très bien. Les points à améliorer. Le confinement. Les portes ont été laissées ouvertes. Donc rappelez-vous bien, le confinement c'est essentiel pour contenir le sinistre et pour faciliter la lutte. Donc fermez les portes. L'excellence est le maître mot jusqu'au rangement de tous leurs équipements d'intervention. Maintenant, ils doivent remettre en place à l'identique les 80 extincteurs et combinaisons ighnifugées. Ils sont obligés de connaître parfaitement ces emplacements. Car à tout moment, les sous-mariniers doivent être capables de les ressortir en moins de 3 minutes en cas d'urgence. Là, tu ranges ça où, là, le matériel, là? Une infirmerie. Infirmerie? Dans ce scénario, un tel engagement a des conséquences. Dans la rapidité, un marin s'est blessé. Il est immédiatement pris en charge à l'infirmerie. C'est 22. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Moi, je me suis juste cogné. C'est bête, hein, mais c'est pas le plafond qui est venu à moi, c'est moi qui suis venu au plafond. Bah oui, on n'est jamais à l'abri, effectivement, dans le sous-marin, de se taper la tête. Donc voilà, quelques petits points de temps en temps. Mais bon, c'est des choses qu'on fait régulièrement, habituellement. Chirurgien, psychologue, dentiste, Pauline endosse toutes les casquettes. Elle est capable d'intervenir sur tout type d'incident. Une fois sous les mers, cette jeune médecin de 31 ans porte la responsabilité de la santé de tout l'équipage. Être une femme à bord d'un sous-marin, c'est d'abord être un sous-marinier. Et ça a été dur à l'entraînement de la même manière pour tout le monde. Et ça a été dur en période comme ça, d'entraînement à la mer, mais de la même manière pour tout le monde. Et on est dans un monde, effectivement, de techniciens. Et donc, ils nous ont reconnus sur notre technique, sur nos compétences, plus que sur le fait qu'on soit un homme ou une femme. Enfin, je veux dire, un médecin, encore plus un médecin. Tu suis, hop, on y va. Pauline a effectué sa première plongée en 2017. C'est l'une des 3 premières femmes à avoir intégré les forces sous-marines jusqu'ici réservées aux hommes. Pendant ce temps, dans la zone de vie à l'avant du sous-marin, les hommes profitent d'un moment de répit. Il est 11h45. C'est l'heure du premier service. Le major, dit le patron, s'assure que tout est calé. Le RIA. Bon, la cuisse, on est prêt? On va pouvoir lancer. À quelle heure on va pouvoir lancer? Quand je suis aux ordres. Donc là, vous êtes prêts à tout moment? Ouais. Ok. Frédéric, le cuisinier que les sous-mariniers appellent la cuisse, s'active. Depuis 6 ans, il œuvre sous les mers, toujours aux petits soins pour l'équipage. Chaque jour, il prépare 220 repas dans un espace de 5 mètres carrés. Même s'il est à l'étroit, il propose une cuisine digne des grands restaurants. Cerise sur le gâteau, cette petite ville sous les mers a aussi sa boulangerie. Sébastien, dit la Boule, 17 ans de marine, est aussi à pied d'œuvre pour servir chaque jour du pain frais et les douceurs dont tout le monde raffole. Des petits plaisirs si importants pour le bon moral des troupes. Premier service pareil, bon appétit. Oui, la cuisine, c'est important. C'est là où les gens se rencontrent.
pour manger, bien entendu. Et c'est le seul moment où on se côtoie vraiment tous ensemble, des marins de l'avant, de la zone avant à la zone arrière. C'est un point d'arrêt qui permet de s'évader un petit peu. Sur le pont supérieur, au carré des officiers. Le commandant est servi. Vive le commandant! Joie et bonheur. Allez, asseyez-vous. L'ambiance est plus feutrée. Tout est fait pour oublier que ces hommes vivent dans les profondeurs de l'océan. Cette pause est de courte durée pour le patron du pont, Alexandre. Il est le responsable au quotidien de la vie à bord des 80 techniciens. C'est le superintendant. Pour lui, tous ces instants ont un goût particulier, car c'est sa 17e et dernière plongée. Voilà mon bureau. C'est la cambuse. Mais il a aussi une fonction à laquelle il veille tout particulièrement. Donc ça, c'est un document très important qui est conservé par les patrons du pont, où sont recensées donc, toutes les heures de plongée, tous les cycles, pour l'enregistrement sur le dossier militaire. Pour le jeune pilote Damien, il n'a pas encore d'heures de plongée, ça va pas tarder. Son carnet, j'espère qu'il sera aussi volumineux que celui de ses aînés. Le mien, par exemple, il est aussi épais, voilà, le voilà, il est là. Il y en a quelques-uns. Je suis à 23 000. Avec cette dernière mission, il atteindra les 25 000 heures, ce qui représente 3 ans et demi passés sous les mers. Le patron, c'est un personnage de la plus haute importance. Ce sont toujours des gens de grande qualité. Ce sont des officiers mariniers anciens, qui ont de l'expérience, qui sont généralement reconnus pour leur qualité professionnelle, bien sûr, mais sociale, humaine, qui surveillent le moral général de l'équipage et le moral particulier de chacun. C'est un personnage très important. Un personnage important qui doit gérer la logistique jusqu'à l'évacuation des déchets. Une lourde responsabilité. Car elle peut avoir des conséquences pour la sécurité du bâtiment. La raison est simple. Lorsque le sous-marin évacue les sacs poubelles dans la mer, une voie d'eau pourrait envahir le navire. Alors tout est minutieusement calibré. Le sas vide-ordures est situé à l'avant, au niveau de la zone de vie, en fond de cale. C'est une opération sensible, parce que par moment, finalement, on tient que sur cette porte-là. Ce sas va être le seul rempart face à la pression de l'océan. Une porte de 20 cm sur laquelle repose la vie de tout l'équipage. Du coup, la corvée de poubelle dans un sous-marin nécessite une attention toute particulière et demande la présence de l'ingénieur en chef moteur et du second. Centrale de LTO. Centrale écoute. Reçu de LTO, on déconsigne le SVO. Reçu. Ils suivent méthodiquement la procédure étape par étape. Ouvrir la porte intérieure du sas. Car la manipulation de cette porte est à haut risque. Tu sens trop bien. Vas-y, soulève. Dans quelques heures, ce sac va se dissoudre et sera au fond de l'océan avec uniquement des éléments biodégradables à l'intérieur. Tous les sacs évacués hors du sous-marin viennent de la cuisine. Épluchures et autres restes. Seuls les déchets alimentaires sont rejetés à la mer. Reçu, ça c'est équilibré. Contrôle de LTO, on demande l'autorisation d'ouvrir la porte extérieure. Vitesse lock 429, autorisation d'ouvrir la porte extérieure. Cette opération est renouvelée 2 à 3 fois par semaine. Les poubelles mobilisent tout le sous-marin, qui réduit au maximum sa vitesse et remonte légèrement pour éviter que la pression ne soit trop forte sur le sas vide-ordures. Une fois cette étape effectuée, le sous-marin replonge dans l'Atlantique pour reprendre sa position stratégique. Tapi au fond des mers, il est totalement indétectable. Tout est calculé pour ne pas rompre le silence si nécessaire pour rester invisible. À tel point que les machines sont montées sur pneumatique pour que la moindre vibration soit étouffée. Aucun bruit ne doit filtrer. Cette loi du silence doit parfois être brisée, lorsque le sous-marin rallie la surface pour sortir son périscope en toute discrétion.
Pour s'y préparer, un entraînement rigoureux est exigé car dans ce cas extrême, le sous-marin devient vulnérable. Au centre opérationnel, Camille, la chef adjointe des sonars, et Damien, le jeune pilote, vont être testés à cette manœuvre. Pour Camille, c'est un contrôle de connaissance. Pour Damien, c'est l'heure de sa 3e épreuve de qualification. Ouais, autorisation. Camille, 27 ans, est lieutenant de vaisseau. Elle entame sa 2e plongée à un poste clé. C'est elle qui supervise les sonars et coordonne ce que l'on appelle les oreilles du sous-marin. Totalement aveugle, le bâtiment ne se déplace que par l'analyse des sons extérieurs. Par 300 mètres de fond, la lumière est inexistante. Ce sont donc eux qui scrutent les fonds marins et permettent au navire de se déplacer. Il faut être concentré, il faut comprendre bien ce qui se passe. Si un bateau arrive et me passe dessus, il y a un risque de détériorer notre bateau. Donc là, effectivement, le but, c'est que je sache exactement où sont tous les bateaux, très précisément, de manière à ne pas avoir de risque pour ma sécurité à moi. Camille est la responsable d'une équipe de 10 spécialistes. Certains sont des écouteurs et d'autres des analystes. Ils sont les yeux du bâtiment. Parmi eux, celui que l'on appelle l'oreille d'or. Le lieutenant de vaisseau Romain effectue sa 4e plongée. C'est l'analyste en chef. Il est capable à lui seul de reconnaître plus de 800 signatures acoustiques. On doit classifier tous les bruits qu'on a sur tous les différents sonars. Donc que ce soit des bruits mécaniques, biologiques, des bâtiments, des sous-marins. Vous pouvez même avoir des phénomènes météo comme la pluie qu'on peut entendre, ou encore même des tremblements de terre. Enfin, on doit classifier tout ce qu'on peut entendre dans l'eau. C'est un cachalot, donc c'est clic d'écolocation. Ça lui sert à repérer des proies sous l'eau. Du coup, ça fait ce bruit-là. Ce n'est pas le cachalot qui dérange le lieutenant de vaisseau, mais un navire en surface qui pourrait croiser leur route au moment de reprendre la vue. Rien de plus dans le secteur. Azimut actuel du possible pêcheur ? Azimut 076. Camille doit savoir précisément de quel navire il s'agit et le cap qu'il emprunte. Est-ce qu'on adopte 352, attendez, j'en fichis. Il défile de combien 1 et vous mettez 352. Allez, je remonte 70 mètres, on regarde si on le récupère en remontant à 70 mètres. Reçu, on pourra le faire. Camille fait appeler le Pacha. On est prêt ? Elle doit faire valider ses choix tactiques. Donc ici le pêcheur qui défile les gauches. Ouais. Là, tu le contournes. Et puis on s'éloigne de lui. Ouais. Tout à fait. La distance est posée déjà, on se rapproche pas. Le cap pour la reprise de vue est maintenant fixé. Camille a réussi à faire en sorte que la manœuvre se passe sans encombre. C'est au tour de Damien de faire ses preuves. 70 mètres. 50 mètres. Le jeune pilote s'approche de la surface. Super, super. 21 mètres. C'est une opération délicate qui est étroitement surveillée par le second. Damien est le bras droit du Pacha. Il a fait toute sa carrière dans les forces sous-marines. La vraie difficulté pour lui, c'est de pouvoir être capable de tenir la bonne immersion tout en étant discret, donc avoir juste le périscope qui sort au-dessus de l'eau. Et tout ça dans une situation qui est un peu délicate parce qu'on a beaucoup de mer, c'est des grosses vagues. C'est bien là, c'est bien. Hop, hop, hop. C'est moins bien. Pas facile d'être barreur, hein. Damien lutte contre les éléments, car à l'extérieur, le vent souffle et la mer est mauvaise. Il arrive à peine à maintenir le sous-marin à l'immersion demandée par le Pacha. Malgré l'adversité, il s'approche de l'immersion ordonnée. Le second peut déclencher la sortie du périscope. Silence dans le bord, on reprend la vue. Maintenant, il doit réussir à maintenir les 138 mètres et les 14 000 tonnes du sous-marin. Périscope ici. Un défi pour le jeune pilote. Une grande partie de sa qualification se joue sur cette épreuve. Vous avez un temps donné. On perd la vue. 26 mètres. Allez, on remonte centrale. Damien a toutes les difficultés pour stabiliser le navire juste en dessous de la surface. Une manœuvre qu'il n'avait effectuée jusqu'à maintenant que sur simulateur. Allez, on remonte, j'ai pas la vue depuis plus de 2 minutes là. Je préfère qu'on soit légèrement trop. Du coup, si on veut rattraper le bateau, essayez de ne pas descendre à plus de 24. C'est pas facile, mais c'est comme ça. 25 mètres. Il a du mal à tenir l'immersion, le barreur. S'il y a de la mer, il se fait aspirer. Puis il redescend, il se fait aspirer. Tirage dans 1 minute. C'est comme ça qu'on apprend. 21 mètres. 20 mètres. 19 mètres. Épreuve réussie. 18 mètres. Le jeune second maître parvient à placer parfaitement le navire. Derrière lui, le Pacha peut enfin reprendre la vue. Top début du tour.
Je suis obligé d'attendre les vagues parce qu'on se prend quelques paquets là. Ok, j'ai fait un tour, j'ai rien de très proche. Bon, on est clair, on va pouvoir redescendre. Et je pense qu'il a un peu sué le barreur. Si Damien, pour cet exercice, a rencontré beaucoup de difficultés, pour Camille, en revanche, c'est une réussite. La prise de vue, c'est un moment qui est très délicat. Hein. Il y a des sous-marins qui ont eu des accidents parce que les pétroliers qui ont une coque extrêmement massive, s'ils sont dans une certaine inclinaison, la coque masque le bruit des hélices et de la propulsion. Donc on ne les entend pas. C'est un risque. Hein. Les gros bateaux, c'était des bateaux à risque. Hein. Et c'est arrivé que des sous-marins reprennent la vue sous un pétrolier. Bon, là, c'est très embêtant parce qu'on est coiffé en brosse. Hein. Tous les mâts sont coiffés en arrière. Et puis après ça, bon, il faut rentrer et puis expliquer voilà ce qui s'est passé. À bord du sous-marin Le Vigilant, si certains ont été mis à rude épreuve, l'ambiance n'est pas la même sur tous les ponts. Il y en a qui profitent du calme et de la fraîcheur de la salle des torpilles pour s'isoler. Mais ce ne sont pas les seules distractions. Tous les dimanches, les sous-mariniers ont un rituel, la pesée du sac. 6 kilos. 102. C'est pas mal. Le maître Damien, 11 ans de service, est en charge de l'animation. Ouais, 8 kilos, 6 kilos. On prend les différentes valeurs de tout l'équipage et le plus proche du sac gagne le sac. Et la personne la plus loin du sac fait un tour de SVO. C'est le sas vide d'ordure. Commandant, vous pouvez peser le sac s'il vous plaît. Allez, une petite pesée du sac. Ça me rappelle les haltères, mais il faut que je me rappelle à combien ça faisait. Ah, ça va faire un petit 7,850 kg. 7,850 kg. C'est super important pour le moral de l'équipage. Il y a des tournois de palais, il y a des concours de cartes. On fait même du nerf aussi. Les pistolets à une fléchette en mousse. Même le chef de la division entraînement n'y coupe pas. J'ai pas envie de faire un tour de SVO quand même, donc voilà. Ouais, je sais pas, je veux dire 8 kg 100. 8 kg 100. 6 kg 125. Allez, je vais annoncer la bonne nouvelle au gagnant. Le gagnant remporte le contenu du sac. Mugs, bonbons et t-shirts. Des lots qui changent chaque semaine. Des petites attentions qui rompent l'isolement de ces hommes coupés du reste du monde. Ils n'ont pas d'internet, pas de télé, pas de téléphone. D'où l'importance de ces moments de cohésion. Communication, distraction. Le résultat de la pesée du sac. Le gagnant du SVO est le second maître pour une pesée estimée à 11 kg 500. Félicitations. Fin de communication. Merci. Bonne PV. Damien est le grand perdant. Demain, ce sera son tour d'évacuer les poubelles. Pour l'heure, il rejoint ses quartiers. Il les partage avec 3 autres sous-mariniers dans une étroite intimité. Son lit, sa bannette, ne mesure qu'1,90 m de longueur sur 80 cm de largeur. C'est le seul espace où il peut s'isoler au rythme des relais au poste de pilotage. Il est 20 h à la surface, le soleil est en train de décliner. À bord, la lumière passe au rouge et marque la nuit pour permettre aux hommes de ne pas perdre leurs repères. Au niveau du pont supérieur, dans l'espace réservé aux officiers, le calme règne. Le commandant est un des seuls à avoir sa propre cabine. Entre 2 exercices, il s'assure de la bonne marche du navire. C'est une grande cabine, hein, au moins 3-4 mètres carrés. Non, c'est la plus grande du bord, où on est seul, donc j'ai beaucoup de chance par rapport aux autres. C'est ma chambre, mon cabinet de toilette, mon bureau, mes coffres avec tous les documents classifiés. Voilà. Tout pareil, le carré juste à côté, le central opération à 3 mètres. Donc je suis proche de tout, mais ouais, c'est pas très grand, quoi. Mais là c'est la coursive ce qu'on appelle les 4C. Le commandant, le second, le chef machine et le chef opération. On est tous dans la même coursive, donc s'il y a besoin, je penche la tête et on parle, donc c'est pratique. Tapi dans le fond des abysses, le Vigilant, avec ses 110 marins, poursuit sa route quelque part dans l'Atlantique.
Au petit matin, la fatigue commence à se faire ressentir. L'équipage doit redoubler d'efforts et tout donner pour cette ultime journée de test. Pour commencer, ce sont les 3 pilotes qui vont passer leur qualification. Ils doivent effectuer le scénario prévu par le Pacha. Pour ce test, le Pacha met à l'épreuve la réactivité des pilotes avec une manœuvre tactique utilisée en cas d'urgence pour échapper à d'éventuels bateaux ennemis. Cette opération consiste à passer de moins 300 mètres à moins 150 mètres à très grande vitesse, avec un angle de 20 degrés. Donc il faut rapidement rallier le domaine d'immersion qui a été ordonné. L'exercice démarre avec Cyril, le plus expérimenté, sous les yeux attentifs des 2 jeunes pilotes. Quand on fait ce qu'on appelle cet exercice machine, en faisant bouger le bateau à forte vitesse, gauche, droite, monter, descendre, on va le faire un peu plus vite pour qu'il voit que ça réagit encore plus vite et qu'il faut contrer beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc on va mettre le barreur le plus expérimenté d'abord pour qu'il voit ce que ça donne et puis les 2 jeunes après on va faire passer. Donc là on va les pousser un petit peu plus. À la barre, même à grande vitesse et avec de grandes dénivellations, la navigation de Cyril reste fluide. Un changement de barreur. Et la relais de barre. C'est au tour d'Emeric. Il fait plonger pour la première fois le sous-marin avec 16 missiles et 110 membres d'équipage. Et là, les conséquences n'ont rien à voir avec un simulateur. Je pensais pas l'avoir celui-là. C'était short, mais je pensais pas l'avoir. Ok, auto-débrief. J'ai sélectionné la barre avant seule. C'est un peu ce qu'on m'avait dit à l'école et j'ai essayé de la mettre tout à contrer pour freiner ma VA. Et j'ai vraiment senti que le bateau, naturellement, se freinait. Très bien, ça me paraît clair. Effectivement, j'ai pensé que vous alliez dépasser les 150 mètres bien, ils ont pu tarder parce que vous avez tardé à pousser sur la barre avant. Ok, changement de barreur. Damien prend place, c'est sa dernière épreuve. Après les difficultés rencontrées par son camarade, la pression est énorme. L'épreuve commence. Le jeune barreur pousse le sous-marin à grande vitesse dans les profondeurs. Il le fait piquer rapidement sous l'œil du commandant. Il maîtrise parfaitement cette manœuvre délicate et son style n'échappe à personne. Il impressionne tout l'équipage. Épreuve réussie haut la main. Il parvient même à détrôner le pilote le plus expérimenté. C'est très bien fait. On a un score de plus 6. On est passé de 147 à 153, ou plutôt de 153 à 147. Donc c'est excellent. C'est de très bon augure, parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur un barreur comme lui pour échapper à une frégate, pour rallier rapidement une zone. On sait qu'on va pouvoir être exigeant vis-à-vis du bateau et qu'on va pouvoir exploiter le bateau dans toutes ses capacités. J'ai toujours été très calme, donc c'est pour ça que le métier de pilote me plaît. Damien a marqué les esprits. Mais dans quelques heures, une épreuve qualificative encore plus délicate va mobiliser tout l'équipage. En attendant, à l'autre bout du sous-marin, pour se détendre, certains se retrouvent au gymnase. Un bout de coursive, le plus large de tout le bâtiment, coincé entre les 2 soutes de missiles. Le seul espace où les sous-mariniers peuvent se défouler. Moins de 5 mètres carrés. Je lâche. Tu peux lâcher. Alors difficile pour les fans de boxe comme Laurent, 19 ans de marine, de poser son sac. Astucieux, il le place entre 2 moteurs. On élimine tous les bons desserts, tous les bons repas qu'on a le midi. Donc c'est pour ça que faire des petites séances comme ça, 3 quarts d'heure, 1 heure par jour, c'est pas superflu. Vivre sous l'eau, plonger, faire surface, vivre dans un espace confiné, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. On est des gens communs qui avons des expériences, des qualifications, des mentions qui nous permettent de faire un métier extraordinaire. L'heure du test de la mise à feu des missiles nucléaires sonne pour tous les membres de l'équipage. Cette épreuve annonce le scénario catastrophe que tout le monde redoute, mais auquel chacun doit se préparer. On rappelle au poste de combat.
Au poste de combat stratégique, rendez compte de l'appel au poste de combat stratégique. En mission, cette procédure de mise à feu est répétée au moins 2 fois par semaine, de jour comme de nuit. Si l'ordre leur était donné, ils devraient mettre tout en œuvre pour la mener à bien. Pour cette phase de tir, l'équipage se tient prêt à intervenir pour contrer toutes les avaries lors du lancement. Dernière vérification pour les missiliers. Les soutes se referment et la zone est maintenant condamnée. Tous les ponts sont en alerte maximale. Le commandant est confiné au centre opérationnel et prend alors le contrôle des missiles. La division entraînement scrute les moindres gestes et les temps de réaction de chacun des membres en poste au centre opérationnel. Le bon déroulement de cet exercice est primordial pour leur qualification. Compte rendu d'IC à la cellule MACOPS. Compte rendu d'IC à la cellule MACOPS. Toute zone. C'est la configuration la plus délicate, mais c'est aussi le but ultime, c'est la mission de la dissuasion. Hein. C'est vraiment là, ce poste de combat stratégique, c'est vraiment le cœur de la mission. On n'aurait pas tête à l'âme, si le commandant décide, on lancera nos armes. Dans la réalité, seul le président de la République peut donner l'ordre au commandant de passer à cette phase ultime. Le sous-marin, à partir de ce moment-là, devrait couper toute communication, toute relation avec l'extérieur. Une fois que l'ordre est arrivé, on ne revient pas en arrière. Et si on reçoit un contre-ordre une demi-heure après, disant non, non, bon, annulé, finalement, on a fait la paix avec notre adversaire. Non, une fois que l'ordre est donné, c'est irréversible. On espère que ça arrivera jamais, parce que si ça arrive, c'est que tout le reste a échoué. Le conventionnel, la diplomatie, tout le reste. Donc, c'est une grosse responsabilité, ouais, parce qu'on est vraiment le dernier maillon pour faire en sorte que soit arrêter la guerre tout de suite, soit ne pas la déclencher. Et c'est toujours manuel. Le président me donnera l'ordre, mais on ne veut pas un système automatique, parce qu'on veut pouvoir prendre en compte certaines variables. Quelqu'un qui voudrait nous empêcher de le faire ou autre, la machine ne serait pas capable de décider ça tout seul, en tout cas pour le moment. Quand on pense au poids de la responsabilité du pacha d'un sous-marin, c'est terrifiant, mais la responsabilité numéro 1, c'est celle du chef de l'État. C'est lui qui dit on n'a plus le choix, on est en danger vital, donc il faut passer à l'acte. Donc tout président français, tout chef de l'État dans le monde qui dispose de l'arme nucléaire a ça en tête, en fait. Il vit avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait une seule journée où ça puisse lui sortir de l'esprit. Le chef missilier Arnaud, lieutenant de vaisseau, a la lourde charge d'armer le système de tir des missiles nucléaires. Commandant, nous sommes parés pour le lancement. À tous, on passe en phase lancement. Phase lancement, phase lancement. C'est tir de PCM pour contact. Alors, avec l'air de PCM. Commandant, saisie du code plan. Début de la séquence de lancement. C'est bon. Top point initial, chef de car. Reçu. Mettez ça là. Donc là, on a saisi les cibles sur lesquelles on va taper. Sur ordre du président, on va simuler un lancement de 16 missiles, donc la charge complète du SNLE. Voilà. L'activation de tous les missiles permet à l'équipage de contrôler le bon fonctionnement de toute la chaîne de tir au complet. Les dégâts causés par l'intégralité de la force de frappe d'un tel bâtiment seraient inimaginables. Une telle puissance pourrait faire disparaître le quart de la population de l'Europe. Ok. Le Pacha détient les clés de la force de frappe nucléaire. Elle déverrouille la dernière étape de la procédure de tir. Je vais devoir rentrer l'ordre du président. Donc il va falloir que je déverrouille le système, mais là on va pas pouvoir filmer parce que c'est confidentiel. Sous phase 2, tube 12. Sous phase 2, tube 15. Les tirs de PCM stabilisés, ils veulent effectivement sur les 4 quarts. Reçu. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un jeu de rôle, hein. C'est un wargames. Dans un certain sens, oui. C'est un jeu de guerre, sauf que dans la réalité, c'est pas un jeu, quoi.
Et on s'entraîne pour ça et ils sont tous prêts à donner leur vie si besoin pour l'accomplissement de la mission. C'est un peu l'essence même du militaire. Tir terminé, 16 missiles partis, liberté d'immersion jusqu'à 70 mètres. Toute la chaîne opérationnelle a fonctionné. Ils ont tous rempli leur rôle avec succès. Les équipes jouent le jeu sans concession, même en phase d'exercice. Pour tout l'équipage, c'est une répétition grandeur nature de leur future mission. Les analyses d'atmosphère au central. Cette semaine de qualification s'achève. Les jeunes comme les anciens sous-mariniers ont démontré qu'ils forment un équipage soudé et opérationnel, capable d'affronter les pires situations. Le Vigilant va rejoindre la base de l'île Longue avant de repartir pour une mission secret défense quelque part dans les océans. Damien a décroché sa qualification. Sa maîtrise du pilotage et son calme ont marqué les esprits. Il fait désormais partie de la famille des sous-mariniers. Quant à Camille, elle a une nouvelle fois démontré ses qualités. Son commandement sans faille et son analyse ont permis au Vigilant de refaire surface sans encombre. Sa maîtrise devant le feu, sa gestion des renforts ont permis de le circonscrire rapidement. Être l'une des 3 premières femmes à intégrer les forces sous-marines l'a fait rentrer dans l'histoire. Le Major, dit le patron, avec cette 17e et dernière plongée, rejoindra le civil et gardera en mémoire toutes ces années passées au fond des océans. Quant au commandant, il a obtenu la qualification pour tout son équipage avec la mention « Très bien ». Il sait qu'il va pouvoir compter sur ses sous-mariniers pour assurer l'une des missions les plus importantes de la Ve République, incarner cette force de dissuasion nucléaire. Le Vigilant va continuer sa mission, patrouiller au fond des mers, 3 mois coupés du monde, 3 mois pendant lesquels 110 marins devront compter les uns sur les autres. Une histoire humaine incroyable, un huis clos dans un monstre d'acier ultra sophistiqué. Ces femmes et ces hommes ont choisi d'être sous-mariniers et de travailler dans le plus grand secret. Plus que jamais, la France compte sur eux pour défendre ses intérêts vitaux.